Vous emmenons maintenant dans un voyage dans le temps, il y a plus de 55 millions d'années, dans un endroit où l'histoire a laissé son empreinte. Une équipe de paléontologues du Muséum d'histoire naturelle de Paris se lance à la recherche de fossiles d'animaux préhistoriques. Nous l'avons suivi au Maroc, c'est notre feuilleton de la semaine. Cela ressemble à un départ en colo. 3 filles, sac au dos, rire en bandoulière et ticket seconde classe en poche. Nathalie est paléontologue. Son univers, ce sont les monstres préhistoriques. Elle part en mission avec ses étudiantes. Destination Khouribga, à 2 heures de Casablanca. Question bagage, une paléontologue, ça ne fait pas dans la dentelle. Donc quelques pinceaux, brosse à dents, très utile la brosse à dents, un tournevis, un poinçon. Oui, c'est un peu la petite caisse du bricoleur. Voilà, quoi. exactement. Voilà, le couteau à huître, ça c'est vraiment pratique pour fouiller. La loco avale collines et cultures, à petite allure. C'est le moment d'évasion de l'année, la mission sur le terrain. C'est notre bouffée d'air libre, si je puis dire. L'ordinaire d'un paléontologue sent plutôt le renfermé. Il se métamorphose parfois en rat de bibliothèque, trottant dans les couloirs du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Au milieu de trésors insoupçonnés. Alors là, nous nous trouvons dans la salle des compactus. Là, je vais vous montrer, ce sont des milliards même de dents de requins qui sont conservées. Vous avez ici des dents vraiment toutes petites, et encore, ce ne sont pas les plus petites. Il y en a certaines qui mesurent quelques microns. Puis là, vous avez la plus grande espèce des phosphates du Maroc, qui est Otodus obliquus. Donc il y a vraiment des très très grandes dents, de la taille du requin blanc actuel. Ces requins hantaient les mers du globe il y a 60 millions d'années. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier? Quand j'étais petite, j'ai trouvé des fossiles. J'habitais à la campagne et dans les roches qui affleuraient, j'ai trouvé des fossiles. C'est une histoire très banale, en fait. Voilà. Ça m'a toujours passionnée. Quand je suis rentrée en 6e, je me rappelle, notre professeur principal nous a demandé ce qu'on voulait faire et j'ai dit paléontologue. Et elle m'a répondu, je m'en rappelle comme si c'était hier, il n'y a aucun avenir dans ce métier-là. Voilà. Emmanuel Gerbrandt a lui aussi glissé tout petit dans la machine à remonter le temps. Certaines de ces créatures arpentaient la terre africaine il y a des centaines de millions d'années. Emmanuel va participer à la campagne de fouilles aux côtés de Nathalie Bardet sur les plateaux marocains. Alors, est-ce que vous allez nous emmener dans une sorte de Jurassic Park? On va débarquer dans une époque agitée, mais surtout une époque clé d'évolution du monde moderne des vertébrés. Derniers animaux primitifs, derniers dinosaures et premiers ancêtres encore peu différenciés des grands groupes modernes, que ça concerne les crocodiles, les oiseaux ou le groupe qui nous concerne le plus, les mammifères. Donc les dinosaures, ils ne savent pas encore, mais là, leurs jours sont comptés. Voilà, on est sur les traces de leur mort et on est sur les traces de la naissance du monde moderne des vertébrés. Et roule le Casablanca Khouribga. Nathalie, elle, rêve d'une rencontre. Je suis à la recherche d'un mosasaure, donc un lézard marin géant, mais d'une espèce bien particulière, donc qui s'appelle Globinas et qui en fait est très rare. Et alors si vous avez la chance de le trouver, là c'est le scoop, Nathalie Bardet devient célèbre. Non, quand même pas, mais... Ouais, c'est le scoop. C'est le scoop parce que c'est très rare au niveau mondial, donc il n'y a pas beaucoup de restes, donc ça serait vraiment très, très intéressant. Khouribga, cité minière à l'écart des circuits touristiques. Ce sera le camp de base de nos paléontologues. D'abord, il faut négocier autorisation de fouilles et appui logistique avec Monsieur Bouya. Il représente l'entreprise exploitant les terres où dorment les précieux fossiles. Bon pour le service, en route pour des mondes révolus. La vallée des mosasaures, un feuilleton signé Florence Mavic, Sylvain Gauthier, Michel Treillet, Annie-Claude Becquet et la suite bien sûr demain.
La suite de notre feuilleton maintenant, et c'est un peu Jurassic Park au Maroc. Je vous rappelle que nous suivons une équipe de paléontologues du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui cherchent des fossiles d'animaux préhistoriques. Ils font donc un bond en arrière de 55 millions d'années. Aujourd'hui, c'est le premier jour de fouille. Grande manœuvre au pied des falaises. Juste un quart d'heure. C'est rapide, hein? Premier jour de fouille. La grosse bestiole que recherche Nathalie Bardet pourrait se terrer ici, sous des couches de sédiments. Prêtées par l'exploitation minière, les bulles sont au boulot. Le travail de paléontologue, c'est pas avec une brosse à dents d'habitude? Oui, mais c'est le travail ultérieur. Ça, c'est la partie un peu méconnue, cachée de notre travail, mais qui est indispensable. Donc, c'est la préparation des niveaux de la surface de fouille. Ça ne paraît pas, mais ils sont très précis. Donc, ils vont arriver exactement à 10 cm près sur le niveau qu'on va fouiller. 10 cm de la couche, donc c'est à peu près 70 millions d'années, voilà. Mais à quoi peut ressembler un globidas, famille des mosasaures? Probablement à ce mastodonte marin. Super. Ah oui, tout à fait. Ouais. Une belle dent en plus. Mais oui, une dent de quoi? Une dent de globidens. Premier indice. Voilà, premier indice, donc une dent vraiment très caractéristique de cet animal. Les mosasaures ont toujours des dents pointues et acérées. Et ce genre-là, globidens, a des dents basses et bulbeuses, donc pour broyer des coquillages. Ah, vous êtes contente? Ah ben oui. Emmanuel Gerbrandt part en repérage. Avec son collègue marocain, il cherche de minuscules mammifères piégés par les sédiments. Du haut de ce terril, il y a 55 millions d'années, c'est un autre paysage qu'ils auraient contemplé. Tous ces terres-là, ils étaient occupés par une mer qui avait des profondeurs de quelques mètres à une centaine de mètres, à peu près 150 mètres. C'était terrible, c'était une mer peut-être aussi incroyable que Jurassic Park, avec une diversité de prédateurs aussi féroces les uns que les autres. Je n'y aurais pas mis le plus petit doigt de pied, certainement pas. Un jour, l'eau s'est retirée. Les monstres ont été conservés dans les couches de phosphate qui tapissaient les fonds marins. Aujourd'hui, des dinosaures d'acier ressuscitent ces mondes oubliés. Le Maroc exploite de manière intensive les phosphates transformés en engrais. Et les fossiles surgissent. J'en ai une qui est belle. Sefket trouve son bonheur dans ce gigantesque cimetière. Voilà, vous avez une belle dent de requin qui est mort il y a probablement 45 à 50 millions d'années. En quelque sorte, nous sommes les magiciens qui font revivre les animaux qui avaient disparu, soi-disant, mais qu'ils deviennent à nouveau vivants dans nos mains avec nos connaissances. Les uns exploitent, les autres creusent, sans relâche. Et quel squelette avez-vous trouvé? Là, c'est un crâne de Chenanizucus. C'est un crocodile un peu particulier du Paléocène, qu'on trouve qu'ici d'ailleurs. Et donc là, il est en face, il est sur le dos, le crâne est couché sur le dos. On fouille et puis quand on a un petit bout d'os qui affleure, on essaye de nettoyer un petit peu autour et là on voit ce que c'est. Parfois c'est intéressant, parfois ça l'est moins. Et puis là, on a quelque chose d'intéressant. Je vais déjà mettre ça en rétrécif. Le crocodile menace de tomber en poussière. Impossible de l'emmener tout de suite. Il faut le protéger avec du plâtre. La bête passera la nuit à la Belle Étoile. Allez. À demain alors. À demain. La vallée des mosasaures, un feuilleton signé Florence Mavic, Sylvain Gauthier, Michel Treillet et Annie-Claude Becquet. La suite, bien sûr, demain.
La suite de notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que nous suivons une équipe de paléontologues du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui cherchent des fossiles d'animaux préhistoriques au Maroc. Et leur principal ennemi n'est pas toujours le temps ou le sable. Hier, ils avaient extrait une tête de crocodile préhistorique. Ils sont impatients de reprendre le chantier ce matin. Premières heures du jour. Stéphane rejoint son crocodile. Des visiteurs indélicats l'ont précédé. Comment ils s'y sont pris selon vous? Ils sont venus et puis ils ont tiré sur le plâtre et tout le bloc est descendu. Hein. Mais qu'est-ce qui reste alors maintenant il reste des fragments de crâne, donc je vais essayer de récupérer ce que je peux. En plus, pour eux, ça n'a aucun intérêt puisque c'est pas une pièce spectaculaire qu'ils vont pouvoir vendre. C'est pour ça qu'ils ont tout laissé. Ils, ce sont les habitants du coin. Eux aussi tirent profit de l'exploitation des mines de phosphate. Par petites grappes, ils creusent, à main nue. Jamais loin des engins, toujours près des paléontologues. Dans la région, le commerce des fossiles est florissant. Des centaines de villageois en vivent. Emmanuel et Nathalie visitent régulièrement les arrière-cours. Dans ce bric-à-brac préhistorique, la vérité scientifique est illusoire. Qu'est-ce qu'on voit là? Magnifique faux. Soi-disant un squelette de mosasaure enroulé, mais le crâne est bâti un peu à la manière d'un crocodile. Voilà. Mais ils ont de l'imagination, hein. C'est ça qui est marrant. Qui est marrant. Les poissons sont extraordinaires. Hein. C'est pareil. C'est totalement impossible que ça se fossilise comme ça dans les phosphates. Des chimères vendues comme souvenirs aux amateurs crédules. Mais dans ces cavernes d'Ali Baba se cachent parfois des pièces de grande valeur scientifique. On fait les poubelles. On fait les poubelles des choses qui ne les intéressent pas. On regarde s'il n'y a pas des choses qui passent inaperçues. Nathalie Des choses que des marchands de fossiles savent aussi reconnaître et revendre à prix d'or aux collectionneurs privés. Mais apparemment avec des belles pièces dedans. Oui, ça a l'air d'être du crocodile, ouais. Comment empêcher la fuite de ce patrimoine unique au monde ? Les paléontologues français apprennent aux Marocains à restaurer eux-mêmes leurs trésors pour les conserver sur place. Tu vois, tu en passes une couche, puis quand c'est sec, tu en repasses une couche, jusqu'à ce que tu aies l'impression, ça sera à vous après d'évaluer, que c'est bien consolidé. Ouais. C'est plus que des choses qui valent de l'argent maintenant. Ces messieurs, des Français, c'est eux qui nous encouragent de les aimer. Et avant, c'était quoi pour vous ces vieux os? Qu'est-ce que ça représentait? On ne sait rien, on sait que des os des animaux et c'est tout. On ne sait pas quel genre ils sont-ils. Retour sur le terrain. Perché sur son rocher, Estelle. Entre ses mains, Odontoptéryx, un oiseau marin, 3 mètres d'envergure, 55 millions d'années. Un fragment d'os qui symbolise l'un des premiers représentants des oiseaux modernes. Cet oiseau, vous le verriez de quelle couleur? Je l'imagine un petit peu comme un albatros avec un plumage, le dessous du corps blanchâtre avec des ailes un petit peu grises, une couleur assez sobre. Les oiseaux marins actuels sont généralement d'une couleur assez sobre. Ils n'ont pas des couleurs éclatantes comme on voit chez les oiseaux terrestres. Donc il faut se baser au maximum sur ce qu'on connaît dans l'actuel pour que ça soit le plus rigoureux possible. Mais après, il y a toujours une partie d'imagination et de rêve. Et parfois, le rêve prend forme sans que le paléontologue s'en doute. La vallée des mosasaures, un feuilleton signé Florence